Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute. Bonjour Madame de la Ferronnière. Bonjour Marine. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et de m'accueillir dans ta belle galerie. Donc tu es la fondatrice de la galerie Clémentine de la Ferronnière, depuis sa création en 2011. Voilà, ça fera bientôt 10 ans. Super. Donc pour commencer, pourrais-tu te présenter et expliquer en quoi consiste ton emploi de galeriste? Donc pour ceux qui savent pas exactement qu'est-ce qu'on fait quand on est galeriste. Alors le quotidien de la galeriste, avant tout est tourné vers les artistes. On soutient une douzaine d'artistes ici qu'on accompagne au quotidien dans leur travail sur des niveaux différents pour chacun. Et c'est aussi apporter leur travail et savoir montrer leur travail, le porter auprès du grand public, auprès des collectionneurs et également auprès des institutions, bien sûr. Et enfin, le quotidien d'une galeriste, c'est aussi une équipe qu'on a ici, une équipe qui travaille toute l'année sur l'accompagnement des projets et sur les expositions et les publications. Et pour revenir du coup un petit peu en arrière, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours? Donc là où tu as vécu, un petit peu qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, voilà, pour revenir jusqu'à maintenant. Voilà, alors pour revenir en arrière, j'ai fait une fac de gestion, j'étais à Dauphine et très tôt, j'ai eu envie de travailler dans le livre. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage aux éditions de La Martinière. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers tout à fait passionnant du livre illustré, du livre de photographie, du livre d'art. Et grâce à cette expérience, j'ai pu ensuite faire un DESS d'édition et j'ai travaillé comme éditeur dans différentes maisons pendant 10 ans. J'ai eu des expériences en France, à l'étranger aussi. J'ai travaillé un peu pour ta chaîne, pour Phaidon. En tant qu'indépendante, du coup, c'était éditeur. Alors les deux, j'ai eu des expériences différentes, mais j'ai fait en effet beaucoup de freelance. Et quand est venue cette envie, cette nécessité d'aller plus loin que le livre et d'avoir un lieu. J'ai continué effectivement à travailler comme indépendante pour des éditeurs et des institutions, tout à fait. 10 ans vraiment de travail d'éditeur au sens le plus classique du terme, sur toute la chaîne de fabrication du livre, sachant que ma dernière expérience était dans une maison d'édition qui ne faisait que des livres pour les musées. Ce qui était quelque chose d'assez particulier parce que du coup j'étais amenée à travailler sur des plannings d'accompagnement et de production tout à fait en lien avec une exposition. Par exemple, je faisais les catalogues d'exposition pour le musée du Louvre. Là, c'était accompagner une équipe de conservateurs qui, pendant le processus de curation d'une exposition, travailler en parallèle sur un livre qui, au final, est la chose qui restera après l'exposition et qui, en fait, a une importance exceptionnelle. Donc ça a été très, très formateur pour moi. Et quel est le nom de cette entreprise? Somogy Édition d'Art, qui est une maison qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a fait pendant longtemps une grande majorité des catalogues d'exposition en France, notamment oui pour le musée du Louvre et d'autres. Et donc du coup, comment s'est fait la bascule pour monter la galerie? Pourquoi vous avez monté la galerie? Qu'est-ce qui a un peu déclenché et par quoi vous avez commencé? Voilà, comment
Alors, le lien avec la photographie est déjà arrivé très tôt, en fait. La première expérience que j'ai eue dans le beau livre s'est suivie d'une expérience dans la photographie auprès de photographes. J'ai travaillé sur un projet de bourse qui avait été monté à l'époque par Yann Arthus Bertrand, qui s'appelait 3P, des photographes pour un projet photographique. C'était en 2004 et 2005, il y a eu 2 éditions. Et on avait demandé aux 300 grands noms de la photographie de donner un tirage papier qu'on avait vendu aux enchères. Et qui a servi à récolter 150 000 euros qui ont été reversés à des photographes qui pouvaient être les mêmes photographes que ceux qui avaient donné une œuvre. La seule condition, c'était que cette bourse financerait des projets à caractère humaniste. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la photographie. C'est en voyant les tirages, en entendant les experts parler des tirages, en rencontrant les photographes, parce que comme on était une petite équipe, on allait chez les photographes chercher les tirages. Et moi, je m'occupais de la presse, des relations presse. Il était porté par la maison d'édition pour laquelle vous travaillez. Non, il était porté par Yann Arthus Bertrand. D'accord. Ouais, il était porté par l'agence Altitude, oui. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la photographie. J'ai continué mon parcours. Je suis revenue vers l'édition de livres. J'ai travaillé pour plusieurs maisons. Les éditions du Chêne, on en a parlé. J'ai eu une expérience de 2 ans à Berlin où j'ai travaillé pour Taschen. Ensuite, je me suis occupée des versions françaises des livres de Phaidon pour un packager. Mais de par cette expérience de la photographie, j'ai tissé des liens avec plusieurs photographes que j'ai continué à suivre. J'avais même eu le projet de monter une petite agence en parallèle de ce travail d'éditeur après. C'était quelque chose qui était vraiment très présent. Et voilà, quand je me suis retrouvée chez Somogy à réaliser l'édition de ces catalogues du musée, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'aller plus près de la photographie. Et je me suis rendu compte que l'édition n'allait pas suffire, qu'il y avait cette nécessité. J'avais très envie d'un lieu où les photographes puissent échanger, se rencontrer, discuter, et j'avais envie d'un lieu où les collectionneurs puissent découvrir, tisser des liens avec les artistes, avec des curateurs, enfin vraiment nourrir tout cet écosystème et concentrer tout ça autour d'un lieu. Donc le lieu était très important. Donc quand j'ai commencé en 2011, c'est ça, en juin 2011, j'en ai parlé au début de l'entretien, j'ai continué à travailler en indépendante pour plusieurs institutions pour continuer à produire leurs livres, ce qui me permettait de financer aussi l'activité vraiment de la galerie. Et j'ai commencé sur un rythme très lent, c'est-à-dire que les 4 premières années, je ne faisais qu'une exposition et qu'un livre personnel, je dirais, par an. Donc on a commencé avec la photographie soudanaise. Ensuite, on a fait une exposition du photographe Baudouin où on a publié notre premier livre, 75 parisiennes. On a enchaîné ensuite avec un très beau travail d'un photographe du Bangladesh qui s'appelle Mounem Vassif, où là il y a eu une exposition et un livre. Et ensuite, James Barnor, une exposition et un livre. Et il y en avait qu'une seule par an, donc on avait le temps de la préparer pendant toute l'année. Et vous étiez où physiquement? La galerie était... Alors physiquement, la galerie a été dans plusieurs endroits. La première exposition a été rue Guénégaud. Comme elle prenait place toujours au mois de novembre, c'était facile pour moi de trouver un lieu à louer juste pour un mois. C'était pas non plus un investissement trop lourd à porter. Les deux premières expositions ont eu lieu rue Guénégaud. Ensuite, on a loué un espace qui était à la même adresse, mais juste en face, qu'on avait juste, au mois de novembre aussi. Et on s'est installé ici en 2016. Voilà, en mars 2016. Donc depuis mars 2016, la galerie a une activité de présentation des expositions continue. On a environ 6 expositions par an. Et la maison d'édition s'est également développée avec un rythme effréné de publications, autour de 6 publications par an aussi.
Et qui sont toujours liées aux expositions en cours ou parfois ça vous arrive de... Elle s'est beaucoup ouverte, c'est-à-dire que aujourd'hui on a plus de la moitié de nos titres qui ne sont pas en lien avec des artistes de la galerie. Mais oui, bien entendu, tous les photographes qui exposent chez nous et qui ont un projet qui nécessite une publication sont bien entendu accompagnés, oui, tout à fait. Et les artistes, enfin les photographes, tu les as approchés, enfin tu les avais déjà approchés via l'édition. Comment ils ont fait pour te faire confiance, enfin voilà, enfin comment t'as pu les approcher en tout cas au début? Alors j'attends pas forcément que les artistes viennent à moi. C'est vrai qu'on a la chance à Paris notamment de pouvoir découvrir plein d'expositions, de photographes à travers les festivals en France, à l'étranger également. Je pense par exemple à quelqu'un comme Malik Weli, qui est un photographe du Sénégal qui est rentré à la galerie l'année dernière, dont j'ai découvert le travail à la Biennale de Dakar. Et effectivement, il y a des photographes aussi qui nous sollicitent. Je peux prendre l'exemple de Marco Barbon, par exemple, qui m'avait tout simplement envoyé un mail et j'ai flashé vraiment sur son travail. Donc il y a des moyens effectivement différents et variés. Mais pour répondre plus précisément à ta question, c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était plutôt moi qui allait chercher les photographes. Aujourd'hui, on est effectivement très très sollicité. C'est difficile pour nous d'ailleurs de prendre le temps de voir tous les travaux de tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui nous sollicitent pour des lectures de portfolio et malheureusement on n'a pas le temps de les recevoir. Mais on essaie d'avoir les yeux les plus ouverts possibles, voilà, pour chercher des nouvelles écritures photographiques. Oui. Et pour les collectionneurs, pareil, au début c'était peut-être ton environnement proche. Tes amis entre guillemets, comment t'as fait pour aussi te faire connaître, parce qu'à Paris il y a énormément de galeries, donc je pense que c'est pas si facile de se démarquer, voilà, donc alors le lien avec les collectionneurs est quelque chose de très important. On est beaucoup nourri par nos collectionneurs. Donc effectivement, on commence souvent avec notre cercle personnel, aussi parce que les choix des photographes que je peux choisir sont d'une certaine manière subjectifs et liés à ma personnalité. Donc les amis sont toujours très heureux de découvrir ça au début. Après très vite, on a eu très tôt des soutiens importants et prescripteurs. La première exposition, par exemple, sur la photographie soudanaise faisait partie du parcours Photoquai. Donc, on était labellisé par le musée du Quai Branly. Donc, déjà, dès la première exposition, on a eu un soutien institutionnel. La presse a toujours été très, très présente et très bienveillante avec nous. C'est vrai que surtout au début, quand on préparait qu'une seule exposition par an, on avait le temps vraiment d'aller contacter les journalistes, de leur expliquer vraiment notre démarche. Et puis le fait d'avoir un livre aussi, ça a aidé beaucoup. Le rôle des collectionneurs aujourd'hui a une importance énorme. Ils nous soutiennent d'une manière beaucoup plus intense que uniquement dans l'acte d'achat. On organise des visites dans des lieux en France. On organise j'ai même organisé un voyage au Ghana l'année dernière. On dîne souvent ensemble. Nos collectionneurs sont vraiment très proches et moi ils me nourrissent énormément. Je pense que je peux citer quelqu'un comme Damien Bachelot par exemple, qui a l'une des peut-être la plus grosse collection de photographies en France. Damien, c'est quelqu'un qui m'a énormément motivée, qui m'a donné envie de soulever des montagnes. Quand je l'ai rencontré il y a 4 ans, il m'a dit voilà, la façon dont tu travailles avec tes artistes, etc. Il faut que tu considères que tu as une autoroute devant toi. Et quand un collectionneur dit quelque chose comme ça, c'est vraiment marquant. Enfin, vraiment, moi, je me suis dit, mais oui, allons-y, soulevons des montagnes.
Et c'est vrai que les collectionneurs sont à des niveaux très différents. Des personnes qui nourrissent énormément notre quotidien et qui sont très présents. Ouais. Après, nous, dans l'économie vraiment de la galerie, je dirais que les actes d'achat, les collectionneurs représentent peut-être la moitié des achats d'œuvres, et après l'autre moitié, c'est les institutions, quoi, vraiment françaises et étrangères. Ouais. Et est-ce que les collectionneurs de photographie achètent, est-ce que tu penses que c'est les mêmes qui achètent les livres, ou est-ce que au niveau de la communication ou de l'approche, tu dois vraiment, en tout cas, essayer d'atteindre un autre type de collectionneur? Alors plus ça va et plus notre public se diversifie. Les livres sont... Alors, il y a tout le réseau librairie où on ne sait pas qui est l'acheteur final. C'est difficile de savoir. Après, nous, on a un retour plus direct sur notre e-shop, Maison CF, parce que la maison d'édition ne porte plus le nom de la galerie Clémentine de la Ferronnière, mais a été rebaptisée Maison CF. Et l'e-shop Maison CF, aujourd'hui, on expédie il y a, je dirais, 95% des clients, on ne sait pas, on ne les connaît pas. On expédie partout en France, dans le monde, en Pologne, en Europe, aux États-Unis, au Canada, aux îles Faroe. Donc, c'est, pour le coup, la maison d'édition, c'est très très varié, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qu'on connaît pas forcément. C'est très varié. Et la galerie, du coup, a grossi, a aussi déménagé. Et par rapport à ton équipe, j'imagine qu'au début, tu devais être seule. Comment s'est passé jusqu'à maintenant que vous soyez 3? Voilà, est-ce qu'il y a eu un peu des étapes Alors, on est 3, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent ici qu'on ne voit pas, qui nous accompagnent depuis le début. Je pense bien sûr à ma graphiste Nelly Riddle, qui est quelqu'un qui évidemment réalise nos livres pour le graphisme, mais qui aussi nous fait tout ce qui est identité visuelle, cartel d'exposition, documents variés, et qui est quelqu'un qui est à mes côtés depuis vraiment le début. Après l'équipe, c'est Lou de la Rivière, que tous nos collectionneurs connaissent et que nos photographes adorent, et moi aussi j'ai beaucoup de chance de l'avoir, qui est là depuis 4 ans maintenant. Et on a effectivement quelqu'un qui travaille en particulier sur un de nos artistes, qui est James Barnor, qui nécessite une personne à plein temps et qui nécessiterait 5 personnes pour travailler sur son œuvre à plein temps. Voilà, donc non, ça se construit petit à petit, et là on pense effectivement on pense que ça serait bien d'avoir quelqu'un en plus pour nous aider. Je pense qu'on pourrait être 20, on aurait du travail pour 20 personnes sans aucun problème. Sur les 10 dernières années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des grands doutes? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit c'est trop difficile, j'arrête et quelles étaient un petit peu les raisons, ou alors c'était des moments qui étaient trop brefs, donc du coup tu les as remontés très rapidement? Des moments de doute, j'appellerais pas ça des moments de doute. Je dirais que ça a été que les premières années ont été difficiles. Ça, c'est certain que, économiquement, c'est lourd. Produire une exposition, soutenir financièrement des artistes, produire des livres, c'est une économie qui est lourde à porter. Ça, c'est certain. Après, il y avait trop de personnes autour de moi qui n'auraient pas été d'accord pour qu'on mette ça en pause. Non, je pense qu'aujourd'hui on est spécialement heureux de voir que ça fonctionne. Ça c'est certain, c'est sûr. Et quelle est un peu la direction que tu souhaites donner dans les prochaines années par rapport à ce que tu vois actuellement et ce qui s'est passé dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux accentuer, par exemple faire plus d'expos, moins d'expos, plus de livres, moins de livres? Est-ce qu'il y a est-ce que dans les prochaines années il y a... Alors nous on a plein de projets, on fait plein de choses en même temps. On a effectivement
plein de projets pour les prochains mois, mais enfin même prochaines semaines. Donc on se diversifie, c'est sûr. Après, on vit aussi avec nos artistes. Pour prendre un exemple qui est très particulier et en même temps qui est très caractéristique et très symbolique de l'action qu'on mène à la galerie. Je parlerai du travail de James Barnor, qui est l'aîné, le doyen de nos photographes, qui est donc à 91 ans. James Barnor, on a commencé avec une exposition qu'on a accueillie, un livre. Et là, en fait, on a récupéré son archive, on inventorie son archive, on a une personne qui fait une thèse sur lui, on prépare une exposition pour la Serpentine de Londres. Là, par exemple, ce pan de travail, cet artiste-là a nécessité qu'on mette en place des outils de digitalisation, de base de données, et ensuite de développement curatorial très très varié et très poussé. Donc c'est intéressant de voir comment un métier s'adapte aussi à un artiste. Concrètement, James Barnor aujourd'hui, c'est on a parcouru son œuvre de 1948 à 1970, et aujourd'hui Isabella, qui est à côté de nous, là on peut le voir, est en train de trier des planches de négatifs qui couvrent toutes les années 70 et toutes les années 80, planches qui ont été triées avec lui, qui vont faire l'objet d'une numérisation qui nous permettra ensuite de les réintégrer dans notre base de données qui sera enrichie ensuite avec lui, et base de données qui ensuite va pouvoir être partagée avec un certain nombre de curateurs qui travaillent et qui étudient cette œuvre. Et en parallèle de ça, James Barnor, c'est aussi travailler sur des propositions d'acquisition pour des institutions. Donc là, on a un accès à un certain nombre de pièces vraiment de musée, qui sont des tirages vintage, qui sont des pièces anciennes, rares, donc assez exceptionnelles, et qu'on propose à différentes institutions. Là, on vient par exemple de faire une grosse acquisition avec le musée de Détroit aux États-Unis, qui a acheté 25 pièces et qui est en train de réfléchir à monter une exposition sur 2021. Donc voilà, ça c'est une dimension internationale qui se développe à partir d'un artiste. Et nous, notre rôle, c'est de s'adapter le mieux possible à nos artistes. Donc ça prend des formes différentes, et qui est important. Et comment tu fais pour être en contact avec les chercheurs ou est-ce que c'est parce que du coup t'es connecté avec les universités qui font de la recherche, enfin quand de façon très pratique, comment le réseau s'est construit? Le réseau se construit par intérêt d'un artiste, par intérêt d'un travail. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, très tôt on a été soutenu par les institutions, et on a fait notre première acquisition, c'était avec le musée du Quai Branly en 2016. Quand le musée du Quai Branly fait une acquisition de 70 tirages de James Barnor, derrière, il y a quelqu'un comme Christine Barth, qui est une curatrice de photographie, qui s'intéresse au sujet. C'est elle qui, dans ses étudiants, a suggéré l'idée de trouver quelqu'un qui fasse une thèse. C'est ensuite un autre curateur qui va s'intéresser au projet. L'exposition à la Serpentine, par exemple, qui est à l'initiative de Hans Ulrich Obrist, voilà, c'est quelqu'un qui avait rencontré James Barnor, il en a entendu parler par quelqu'un d'autre, et puis à un moment tout converge, et effectivement quelqu'un comme Barnor, on arrive à un point de convergence où les institutions se rendent compte que c'est pas uniquement en fait un photographe de studio en Afrique, c'est aussi quelqu'un qui a eu une expérience dans les années 50 comme photojournaliste dans un
un des premiers pays qui prend son indépendance, le Ghana. C'est quelqu'un qui travaille en couleur dès les années 60, qui passe 10 ans en Angleterre, qui revient au Ghana pour ouvrir le premier labo couleur. Bref, les institutions aujourd'hui comprennent le côté complètement unique de ce photographe qui donc n'est plus seulement Afrique, mais est personnage essentiel dans l'histoire de la photographie internationale. Et là, du coup, effectivement, on est énormément sollicité par des chercheurs, par des curateurs, par des collectionneurs aussi. Et ça demande derrière effectivement d'avoir une disponibilité et une souplesse pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qui est assez excitante, ouais. Et est-ce que tu vois des grandes évolutions au niveau de ton métier de galeriste? Est-ce que il y a je sais pas, plus de foires, moins de foires, plus de foires. Moins de... Mais évidemment, c'est vrai que là, alors je sais pas quand sera diffusé cet entretien, mais c'est vrai que là on a appris la semaine dernière l'annulation de Paris Photo. Paris Photo pour une galerie comme la nôtre, c'est un moment très important, déjà parce que c'est un moment où commercialement on vend beaucoup de tirages, parce que c'est un événement qu'on prépare toute l'année, donc on sort les pièces les plus exceptionnelles de l'année et les collectionneurs attendent ces pièces qui sortent à ce moment-là, donc il y a une émulsion qui se crée qui est complètement unique. Donc déjà commercialement, c'est quelque chose concrètement en moins, et en plus c'est ce qui nous nourrit toute l'année en termes de contact. C'est-à-dire que Paris Photo, c'est un lieu où les institutions du monde entier se déplacent, et du coup ça permet de créer des liens qu'on entretient après pendant toute l'année, déclencher des expositions, des acquisitions qui se travaillent après sur 1 ou 2 ans. Donc c'est sûr que c'est assez dramatique. Il y a d'autres foires que la galerie fait? Normalement, Oui. Là, on aurait dû faire New York, on fait Amsterdam, on fait Londres. Du coup, on fait Londres en digital. Oui, on fait beaucoup de foires. Oui, bien sûr. Donc plus du tout aujourd'hui. Non, mais oui. Alors après, nous, on est aussi très excités par quoi. C'est un peu étrange de dire ça, mais c'est une période qui est inattendue. Et en même temps, nous, on est loin d'être à l'arrêt. Enfin, il se passe plein de choses. On est sur plein de projets. Les collectionneurs viennent quand même. On lance beaucoup de dossiers d'acquisition avec des musées. Donc, on n'a pas d'inquiétude pour l'avenir. On n'a vraiment aucune inquiétude. Au contraire, on est dans le travail et ça, il n'y a pas de souci. Après, on sent aussi qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Là, on le voit, on parlait de la maison d'édition, on le voit sur notre e-shop. La semaine dernière, Lou a fait combien? 400 paquets. Il a envoyé 400 livres, voilà, par UPS. Il y a des choses qui se passent, qui sont assez inattendues. Donc, on sent qu'il y a quand même des nouvelles formes à penser, une révolution qui se met en marche. Ça fait aucun doute là-dessus. Donc sur les livres photos, il y aurait en tout cas la vente en ligne qui fonctionnerait plus que d'habitude. Ah oui, nous ça a été très très fort. Hein, et est-ce que c'est parce que les personnes ne viennent plus ici, ou alors c'est en plus? Non, c'est en plus. C'est en plus. Non, c'est en plus. Non, c'est bien. Ça veut dire que de toute façon que le livre photo a un bel avenir, en tout cas. Ouais. Après, voilà, la galerie aussi. Enfin, on a eu plutôt une fréquentation post-confinement très bonne. Là, depuis la rentrée, il y a aussi du monde qui se déplace. On est plutôt confiant, quoi. On trouve que le public est plutôt là, et voilà, si on a moins de facilité à voyager, si on a moins de facilité à participer à des foires, le lien n'est pas rompu, loin de là, avec le public, loin de là. Je sais que tu es dans l'associatif. Je pense que ça peut être intéressant que tu nous dises du coup dans quelle association, et d'expliquer comment ça se nourrit avec tes activités de galeriste.
Oui, ça fait partie de l'écosystème. C'est vrai que le photobook, c'est un mouvement qu'on a fondé avec quelques éditeurs du livre photo, qui qui a pris une ampleur de dimension nationale, parce que finalement ils ont travaillé avec le ministère de la Culture pour en faire une sorte de forme qui serait équivalent à un syndicat des éditeurs de livres photo. Donc ça c'est effectivement très bien. C'est créé quand? Enfin, vous l'avez créé il y a combien de temps? Le Photobook Social Club, ça a été créé en 2017, je pense. Je dirais 2017, oui, quelque chose comme ça. Et il a été rebaptisé France Photobook l'année dernière. Et l'année dernière, il a été ouvert à tous les éditeurs de livres de photos, y compris Actes Sud, Xavier Barral, les plus gros éditeurs que nous, petits éditeurs indépendants. Donc oui, non, c'est une belle initiative. Je pense que c'est important de se fédérer, surtout de se serrer les coudes. On fait d'ailleurs exactement la même chose avec les galeries. C'est vrai qu'il y a le comité des galeries d'art qui est très important, et pouvoir réussir à faire quelque chose d'équivalent dans le livre de photographie, c'est important, oui, c'est important. Donc l'idée de ce club-là, c'est de pouvoir défendre vos droits. En tout cas, en tout cas de vous unir pour avoir une seule voix, pour s'il y a des décisions qui doivent être prises ou des lois qui passent. Enfin, c'est ça un petit peu L'idée, c'est de se fédérer pour avoir plus de visibilité. C'est vraiment l'idée, et c'est vrai que le livre de photographie dans l'industrie du livre a un statut qui pourrait être apparenté à celui de la poésie. Donc pour le syndicat national de l'édition, le livre de photographie dépend du Centre national des arts plastiques, du CNAP. Et pour le CNAP, le livre de photographie pourrait on est entre deux. On est entre l'art plastique et l'édition traditionnelle de littérature, comme l'est le livre de poésie. C'est assez spécifique. Et ce qui est très très particulier aussi, c'est que le livre de photographie, contrairement à un exemplaire de livre de littérature, coûte très cher à produire et fait intervenir plein de métiers différents, comme celui de photograveur, comme celui de graphiste, c'est tout un écosystème qui représente un savoir-faire exceptionnel. Le beau livre de photographie français est certainement l'une des plus belles réussites. Donc c'est aussi un savoir-faire qu'il faut qu'on défende et qu'il faut qu'on préserve. Ça c'est certain. On a aussi des imprimeurs en France qui sont exceptionnels. Je pense à l'imprimerie des Deux Ponts qui sont à Grenoble, avec lesquels on travaille énormément. Ils sont capables de réaliser des livres incroyables en des temps records, avec plein de papiers différents, avec des systèmes de couverture très novateurs. Ils ont des cinquantaines de machines allant de vieilles machines à des très récentes. C'est vraiment un savoir-faire qui est unique et qui est important de préserver. Et c'est pour ça que cette fédération de France Photobook est aussi quelque chose d'important et soutenu par le ministère de la Culture aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors ce que tu disais m'a fait penser à une autre question. Dans l'économie de la galerie, vous êtes à peu près à 30% du chiffre d'affaires sur les tirages et 30% sur les tirages, 70 sur les livres, ou alors c'est 50-50? C'est quasiment 50-50 aujourd'hui. C'est quasiment 50-50 aujourd'hui aussi parce que on publie plus de titres. Là cette année on a publié beaucoup de livres. On en a sorti 5 en septembre. Avec le confinement, ça a dû être oui, on a mis vraiment les bouchées doubles. On a mis les bouchées doubles, on a sorti le livre de Gilles Favier, Mathieu Kassovitz et mis en forme par le graphiste Vincent Perrotet. On l'a sorti vraiment à la fin du confinement, il a été imprimé pendant le confinement. Et depuis, on en a sorti 4 autres, et là on en prépare un autre pour novembre.
Donc on a vraiment mis les bouchées doubles et on est très content de tout ça. Non, on a sorti beaucoup de livres pour l'artiste JR aussi, qui a toujours avec qui on travaille de plus en plus, qui a toujours envie de faire plein de choses. Donc ça porte aussi beaucoup la maison. C'est sûr que quand on a un grand nom comme ça, c'est comme les livres de Martine Parr, c'est des choses qui sont plus faciles pour toucher un grand public que d'autres livres qui sont plus des livres d'auteurs qu'on porte, qu'on accompagne et qu'on arrivera mieux à présenter en soutien d'une exposition à la galerie ou d'une exposition dans une institution. Ouais. Alors j'imagine que tu travailles beaucoup, en plus là en ce moment les derniers mois ont dû être très très chargés. Mais est-ce qu'il y a des activités que tu fais? Est-ce que tu fais je sais pas du sport, de la lecture? Enfin est-ce qu'il y a quelles sont un peu les activités que tu fais pour toi? Est-ce que tu fais de la photo? Voilà, est-ce qu'il y a des activités que tu fais pour te ressourcer et pour repartir à fond dans ton travail? Je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais. Je vis au-dessus de la galerie. Physiquement, Oui, physiquement. D'accord. Non, physiquement. Non, je crois que vraiment, en fait, la photographie, c'est vraiment ma vie. Hein. Ça fait complètement partie de ma vie. Et le livre aussi, bien sûr. Moi, effectivement, je lis énormément. Je peux pas m'endormir si je n'ai pas lu mon quart de roman, ça c'est sûr. Et puis je suis très soutenue par ma famille. Hein. C'est sûr que mon mari est un bon coach. Mes enfants sont pas encore des bons stagiaires, mais bientôt ils vont grandir. Et voilà. Après, on a la chance de pouvoir partir se reposer dans le Perche. Dès que possible, mais c'est vrai que dans le Perche, on a aussi développé un pôle photographique qui est en train de devenir assez important, notamment grâce à Christine Ollier, qui avait fondé les Filles du Calvaire et qui s'est installée là-bas, qui a monté une résidence d'artistes et un festival de photographie, le Champ des Impossibles. Elle a déjà accueilli un de nos artistes, Guillaume Zuelli, en résidence là-bas. Il a même fait 2 résidences là-bas. Et on monte souvent des expositions dans des lieux là-bas aussi. Donc non, la photographie ne me quitte jamais. Et les voyages, malheureusement, qui sont tous pour l'instant en suspens, sont aussi forcément liés à nos photographes. Je repense encore à James Barnard, grâce à qui j'ai pu voyager beaucoup en Afrique, parce que effectivement, on est dans un souci de restitution aussi de ce travail sur le continent. Grâce à James Barnard, on a pu aller au Sénégal pour une exposition au musée de la photographie. On a produit une exposition pour la Biennale de Bamako il y a 4 ans. On a inauguré avec une grande exposition rétrospective la Fondation Nubuke, qui est un endroit extraordinaire à Accra. Donc non, la photographie partout. Donc pour clore cet entretien, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui veulent se lancer, ou est-ce que tu aurais aussi un petit mot de la fin sur vos projets? Alors 2 questions différentes. Donc des conseils. Alors des conseils pour les photographes, du coup, j'imagine. Pour les gens qui veulent aussi lancer une galerie. Ah oui. Alors conseils pour les photographes. Je pense que c'est important pour un photographe de prendre le temps et d'expérimenter et de travailler avant de trouver une direction, une écriture photographique, etc. Je pense qu'on voit beaucoup trop de projets aujourd'hui de photographes qui se sont pas assez cherchés, qui n'ont pas été assez loin dans leur recherche photographique. Donc moi, j'aurais tendance à leur dire prenez le temps d'avancer, quitte à continuer avec un autre job à côté, quitte à
quitte à trouver des résidences. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont possibles pour accompagner un photographe. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se mettre en danger, à sortir un peu des sentiers battus, à tester, à reculer, à avancer et à se construire dans son écriture photographique. Parce qu'on voit beaucoup de projets, mais on voit peu d'écritures photographiques qui sont vraiment pertinentes. Et c'est ce qu'on recherche tous. Donc vraiment prendre le temps, avancer et ne pas avoir peur de tester des pistes juste pour tester des pistes, pour chercher son écriture. Conseil aux galeristes, c'est difficile parce que une galerie c'est quelque chose de très personnel, donc je pense que surtout aujourd'hui il y a 1000 façons de travailler comme galeriste, donc je dirais plutôt de se fier à son instinct et sa personnalité. Ça c'est sûr que c'est comme ça aussi qu'on construit une galerie. Aujourd'hui, on a 12 artistes qui nous accompagnent. C'est des artistes qu'on a effectivement choisis et qui sont là parce qu'à un moment on a choisi de les défendre et d'accompagner leur travail. C'est quelque chose de très personnel. Voilà, et pour répondre à la deuxième question, effectivement, on a plein de projets pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Le plus proche, ça sera effectivement ce qu'on va faire à la galerie pendant la semaine de Paris Photo, qui du coup n'aura pas lieu au Grand Palais. On va présenter une extension du stand qui aurait dû être notre stand, qui va montrer le travail de photographes français. On ne montre que des photographes français cette année. Guillaume Zully, Marco Barbon, Flore et Adrien Boyer. Et on invite également une photographe de la galerie Françoise Pavio, Juliette Agnel, qui se trouve, que je nomine pour le prix Niepce. Donc je disais, je ne sais pas quand est-ce que cet entretien sera diffusé, mais les résultats du prix auront été annoncés. Et surtout grande nouveauté qui va nourrir une dynamique tout le long de l'année. On ouvre une annexe de la galerie sur rue qui portera le nom de la maison d'édition, Maison CF, qui va être un lieu qui sera plus dédié à la maison d'édition Maison CF et qui va dérouler des univers d'artistes autour d'un livre. Il y aura quelque chose qui sera fait par Martine Parr au printemps. Il y aura quelque chose qui va être fait autour de JR et en soutien de l'action au réfectorio en novembre. Et du coup, pour Paris Photo, juste avant, on accueille les éditions Xavier Barral et on fait une boutique Maison CF fois Xavier Barral. On montrera chacun nos dernières publications et nos tirages de tête. Voilà. Donc ça, ce sera la semaine de Paris Photo à partir du 8 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Eh ben super. Merci. Merci beaucoup Marine. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!